Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. Direction la primature, le Premier ministre Patrick Achi a reçu le premier responsable de Canal+ International. C'est en prélude au 30e anniversaire de la chaîne que cette rencontre s'est tenue et elle a porté sur le développement en Côte d'Ivoire des activités de Canal+, présentes dans le pays depuis de longues années. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, les ministres ont présenté devant les sénateurs les budgets de leur département pour l'année 2022. Après examen, ils ont été adoptés, ce qui va permettre d'exécuter bon nombre de projets de développement prévus par le gouvernement ivoirien. Le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce matin. Il est question de réfléchir et de proposer des solutions face aux enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Le continent planche sur les défis sécuritaires. Nous ne sommes plus qu'à 24 heures de la fin de la 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire. Les agents recenseurs continuent de sillonner les villes, les quartiers et les villages. Les autorités, elles, invitent toujours les populations à les recevoir et à les renseigner. Bienvenue à tous dans le 20h de ce 6 décembre sur RTI 1. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu le président de Canal+ International, Jacques Dupuis, en prélude aux festivités de ses 30 ans. Les deux personnalités ont échangé sur le rôle, le contenu et le développement de la chaîne en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Canal+, chaîne de télévision internationale privée, à la primature. Son président Jacques Dupuis a abordé avec le Premier ministre Patrick Achi les problèmes de fond, comme celui du cadre réglementaire et institutionnel. On a abordé principalement deux grands sujets. Un premier sujet qui concerne nos investissements en technologie. On est déjà partenaire de la TNT depuis quelques années ici en Côte d'Ivoire. Donc on souhaite continuer à se développer sur cette plateforme. Donc c'était le premier sujet. Nos chaînes sont de plus en plus africaines, elles s'enracinent de plus en plus dans des contenus locaux. On a discuté également des besoins de formation sur les métiers techniques de la production de contenu, qui est certainement l'axe de développement où nous, Canal+, pouvons essayer d'apporter de l'expertise, mais on a besoin d'un cadre institutionnel, on a besoin de support des autorités, pour que ça soit plus efficace, que c'est plus de dimensions. C'est en compagnie des ministres de l'économie numérique, de la culture et de la communication que le Premier ministre Patrick Achi a salué l'engagement de cette chaîne en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a assuré le groupe de l'accompagnement de l'État. Il a tenu à préciser que nous sommes un État qui est dans l'accompagnement, avec notamment la définition de tout le cadre réglementaire et institutionnel qui permet aux opérateurs de pouvoir s'exprimer. Il n'a pas caché la très forte ambition de la Côte d'Ivoire donc d'aller très vite et très loin. Et c'est en cela que le président a dit qu'il est arrivé certes avec une feuille de route, mais il repart avec une feuille de route beaucoup plus ambitieuse. Les festivités du trentenaire de Canal+ s'annoncent pour l'année prochaine. Après leur passage devant l'Assemblée nationale, les ministres ont présenté devant les sénateurs le budget programme 2022 de leurs départements respectifs. Des budgets adoptés à l'unanimité. Ils portent de grands projets de développement pour l'année 2022. Routes, hydraulique, transport, santé. L'État entend améliorer significativement les conditions de vie des Ivoiriens pour un développement plus inclusif. Kader Sogodogo. En 2022, de nombreux ménages auront de l'eau au quotidien. Le budget alloué au ministère de l'Hydraulique prévoit plus de 100 milliards de francs CFA d'investissement. Les 110 milliards que nous sollicitons en investissement, c'est pour réaliser des châteaux d'eau dans 14 régions et réaliser des pompes à motricité humaine dans 7 départements
et permettre de maintenir ces pompes en fonctionnement toute l'année 2022. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie reçoit plus de 289 milliards de francs CFA. En 2022, un nouveau départ s'annonce. Nous avons pris des mesures pour que ce qui s'est produit en 2021, notamment le rationnement de la fourniture d'électricité aux populations, ne se reproduise plus. Que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient totalement électrifiés. Nous allons remplir cet objectif, atteindre cet objectif en 2023 et à partir de là, nous nous attaquerons aux campements et aux petits villages. Des routes de qualité, un préalable au développement, de grands travaux annoncés. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, 682 milliards 693 millions de francs CFA. Nous sommes en train de travailler sur près de 2000 km de routes neuves. Et sur les routes goudronnées qui étaient gâtées, nous sommes en train de travailler sur près de 1000 km. Ce sont des projets importants. Vous savez qu'on a coutume de dire que la route précède le développement. Le ministère de l'Environnement et du Développement rural, 22 milliards de francs CFA. Le ministère des Eaux et Forêts, 36 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 145 milliards de francs CFA. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, plus de 52 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne notre secteur, il s'agit principalement de l'accompagnement qui est apporté à la question du logement, que ce soit le logement social ou que ce soit le logement de standing. C'est également la réhabilitation des bâtiments appartenant à l'État de Côte d'Ivoire et d'autres investissements qui permettent de mieux exercer nos missions. Le secrétariat d'État chargé du logement social, plus de 22 milliards de francs CFA. Le ministère de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, 12 milliards de francs CFA. Le ministère des Transports, plus de 72 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé des Affaires maritimes, 9 milliards de francs CFA. Et le ministère de l'Économie numérique et des Télécommunications, 50 milliards de francs CFA. Des efforts ainsi consentis pour améliorer le quotidien des populations où qu'elles se trouvent. Tous ces budgets ont été votés à l'unanimité par les sénateurs. Il s'est ouvert ce lundi au Sénégal le 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Après une année d'interruption pour raison de crise sanitaire, le continent se réunit au pays de la Teranga pour trouver des solutions aux défis sécuritaires. Retrouvons Mama Traoré, notre envoyé spécial à Dakar. La 5e vague de la pandémie de Covid-19 et la découverte d'un nouveau variant n'auront pas empêché la tenue de ce 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. 4 chefs d'État présents, aux côtés de centaines de participants pour évoquer les menaces à la stabilité des pays du continent. Et il y a urgence à agir face à des phénomènes tels que la multiplication des changements anticonstitutionnels, l'expansion du terrorisme et la recrudescence des conflits armés. En termes de paix et de sécurité, l'heure en Afrique est grave, très grave. Le cancer terroriste, en pleine métastase, tue presque quotidiennement des dizaines d'Africains. Il détruit des centres hospitaliers, brûle des écoles et prive ainsi des milliers d'enfants des rares chances d'apprendre à lire et à écrire. L'Afrique n'a pas encore fini avec ses crises sécuritaires qu'elle doit aussi affronter les affres de la Covid-19, une pandémie qui est venue freiner l'élan des progrès économiques empruntés ces 10 dernières années par les États africains. Tout naturel que cette crise sanitaire soit au cœur des débats à ce 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Il s'agira pour les participants d'examiner les voies de résilience et surtout d'accorder une attention particulière à la question de l'accès aux vaccins. Néanmoins, le nationalisme sur les vaccins et l'accès inéquitable aux doses font que seulement 7% de la population est vaccinée à ce jour. Un autre élément qui continue de nous désavantager est que la capacité de production de vaccins sur le continent ne couvre que seulement 1% des besoins. Isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence
est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif. Parce que c'est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leur investigation. C'est là le danger. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Selon les chiffres avancés par le président sénégalais Macky Sall, il faut mobiliser 252 milliards de dollars d'ici 2025 pour aider l'Afrique à contenir le choc de la Covid-19 et amorcer sa relance économique. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 24 heures de la fin du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Voyons où en est aujourd'hui l'opération. La 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat tire à sa fin. Dans la région du Tongpi, les opérations se déroulent bien depuis le démarrage le 8 novembre dernier. À 24 heures de la fin de l'opération, les initiatives sont prises sur place pour faire enrôler le maximum de personnes. Retrouvons-y notre correspondante Eve Boué. Un pâté de maisons de 8 portes au quartier Kafop de Mans. 2 d'entre elles n'ont pas reçu l'inscription des agents recenseurs. Nous sommes le 5 décembre 2021. La 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 tire à sa fin. Au quartier Air France, certains habitants n'ont pas encore été recensés. Ma famille est là, moi je vais au travail, mais mes enfants, ma femme sont tous à la maison. Depuis que ça a commencé, jusqu'à là, personne n'est arrivé. Pendant ce temps, un résident du quartier Grand Bapleu note sa satisfaction. Ils sont passés chez moi, ils ont recensé ma famille, ils ont recensé les maisons qui sont dans ma cour. Et donc, je suis très satisfait de leur passage. C'était vraiment un travail laborieux, un travail très émouvant, un travail très plein. Dans la région du Tongpi, l'opération a connu quelques péripéties depuis son démarrage. Des agents recenseurs de Biancoumans nous font le coup des difficultés rencontrées. Ici, en zone rurale, les populations sont tout le temps au champ. Voilà. Donc, à chaque fois, nous sommes obligés de repasser pour au moins pouvoir trouver quelqu'un dans la maison pour donner les informations. Le coordonnateur des opérations de recensement en charge de la région du Tongpi a multiplié les initiatives pour faire enrôler le maximum de personnes. Sensibilisation dans les radios de proximité, formation des agents, visite des terrains. Comme ici dans le département de Danané, dans la sous-préfecture de Mahapleu, pour régler une urgence. Nous acheminons vers la fin de l'opération et il nous est revenu que 5 campements ont été découverts qui avoisine une population de 1000 personnes. Et donc, voulant coûte que coûte terminer dans les délais, nous sommes en phase de redéploiement, ce qui nous amène ce matin à prendre une partie des agents de la sous-préfecture de Sanguiné pour renforcer ceux de Mahapleu afin que nous puissions terminer l'opération dans les meilleurs délais. Malgré les nombreuses rencontres tenues avec les forces vives de la région, des agents ont été confrontés à des réticences de la part de certaines populations, allant même jusqu'au refus de laisser les agents numéroter les portes des ménages. L'opération, qui a débuté le 8 novembre, prendra fin le 7 décembre après une première rallonge. Dans la commune de Sangon et de Yopougon, le superviseur du recensement a fait un point à la date du dimanche 5 décembre. Le taux d'achèvement est de 85% pour Yopougon et de 91% pour Sangon. Espérance Diakalé et Cheikh Koné nous en disent davantage. Les populations des zones de Yopougon et de Sangon sont réceptives à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021. 85%, soit 1 400 493 000 habitants de la population de Yopougon et 91%, soit 53 938 000 habitants de Sangon ont été recensés à ce jour. Sincèrement, on avait besoin d'un nouveau recensement pour connaître exactement combien nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est très important. C'est déplorable que certains camarades, certaines personnes ne veulent pas se faire recenser
ou bien donnent des rendez-vous et puis ils renvoient les agents recenseurs. Mais je pense que c'est important pour un peuple de connaître exactement son nom. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 consiste à recueillir des données démographiques, sociales et économiques des populations vivant sur le territoire national. On a atteint notre vitesse de croisière. On n'avait plus de problème à une semaine du démarrage. Et jusqu'à actuellement, on a pratiquement fini de recenser tout le monde. Donc c'est les quelques ménages qui restent qu'on nous sommes en train de prendre. Actuellement, toutes les autorités se sont impliquées. Donc le travail est facile sur le terrain. Ce recensement permettra d'améliorer les conditions de vie des populations. Les autorités politiques ne voulant pas rester en marge de cette action d'envergure, les exhortent à se faire enrôler. Je voudrais particulièrement m'adresser à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Le recensement les concerne aussi. Il faut qu'ils fassent l'effort pour se faire recenser, pour qu'on puisse connaître le nombre exact d'Ivoiriens, d'étrangers, pour pouvoir planifier notre développement. Le 5e recensement général de la population avait été prolongé de 9 jours supplémentaires et compte s'achever demain mardi 7 décembre. Voilà, il reste donc la journée de demain pour recenser sur tout le territoire ivoirien. Le 3 décembre dernier, la journée internationale des personnes handicapées a été commémorée. Le groupement de l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire a été reçu par le médiateur de la République. Ils ressortent de cette rencontre avec un lot d'ordinateurs et des promesses de stage conformément à leurs doléances. Noël Dagnogo et Salimatou Dia. C'est un soutien du médiateur de la République au groupement pour l'insertion des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, JFC. 9 ordinateurs portables et fixes leur ont été offerts afin de renforcer leurs capacités intellectuelles. Une occasion saisie par le groupement pour faire des doléances. Vous contribuez au changement de regard que porte la société sur nous. Et votre don nous touche à un très haut point. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous soumettre des doléances, l'octroi d'un véhicule de liaison, votre intervention sur une situation à caractère discriminatoire. Il s'agit du rejet de candidatures dont bien d'entre nous sont victimes à certains concours de la fonction publique en raison du handicap. Pour le médiateur de la République, il s'agit d'un geste d'attention. Adamon Tunkara s'est engagé à lutter afin que leurs droits soient respectés. Il y a autour de nous des personnes qui souffrent de handicap. Et j'ai tenu à célébrer cette journée avec le groupement d'insertion des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui souffrent de handicap. Ils ont présenté des doléances et nous allons travailler. On va présenter monsieur le ministre Adama Diawara. Nous allons aussi voir ce qu'il nous demande à nous, ce que nous pouvons faire. Nous allons le faire en accompagnant le ministre de l'Enseignement supérieur. L'insertion des personnes en situation de handicap dans la société reste une nécessité pour un climat inclusif. La Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies signent un accord pour mener ensemble un projet de prévention des conflits dans le Nord. La zone frontalière avec le Burkina Faso va ainsi bénéficier d'infrastructures visant à améliorer les conditions de vie des populations. Laure Goretti et Didier Nguessan. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations du Nord, particulièrement celles des régions du Boukani et du Tchologo. L'institution procède à la signature d'un projet qui va soulager les populations dans les prochains mois. À travers le Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix, d'accompagner à la fois le gouvernement de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Burkina Faso dans leurs efforts de renforcement de la gouvernance de ces zones frontalières. Un projet qui visera à accompagner les structures de l'État, les acteurs, les populations, afin de renforcer la résilience des populations de part et d'autre de la frontière, mais également de mettre en place et renforcer des mécanismes de dialogue entre la population, les autorités, ainsi que les forces de défense et sécurité. Vous avez toujours été à nos côtés pour nous accompagner dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a à cœur
le bien-être des populations, le développement de la Côte d'Ivoire, qui a à cœur de créer les conditions de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le projet concerne 2 pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits. Il contribuera entre autres à faciliter l'accès à l'eau potable, à l'éducation et à la santé. Les travaux de validation du projet du Plan national de gouvernance 2021-2025 sont ouverts. Ils visent à renforcer l'engagement des parties prenantes pour l'amélioration de la gouvernance du pays, et cela à travers notamment des actions consensuellement proposées dans le Plan national de gouvernance. Angela Diallo et Abou Sanogo. Ils étaient environ 170 participants provenant de plusieurs structures au nombre desquelles figurent la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, les institutions de la République et plusieurs ministères techniques. Ces participants se sont penchés sur la validation du plan national de gouvernance 2021-2025. Le projet de PNG comporte des particularités majeures, au nombre desquelles une proposition de 4 axes stratégiques pour l'amélioration de la gouvernance, à savoir le renforcement de la démocratie et des droits fondamentaux, la promotion du leadership national, l'amélioration de l'efficacité des entreprises publiques et leur gouvernance, et enfin, le dernier axe, c'est le renforcement de la lutte contre la corruption. Les autorités ministérielles sont revenues sur le processus d'élaboration de ce plan et sur les différents avantages qu'il comprend. Le PNG, le Plan national de gouvernement, est innovant, innovateur. En effet, son élaboration s'est faite à travers un processus inclusif et participatif. Chaque partie prenante a fait des propositions pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. En dotant la Côte d'Ivoire d'un plan national de gouvernance, nous matérialisons l'un des vœux chers au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, exprimé devant ses pairs en 2019. Ce vœu est celui de faire de notre pays une référence en matière de bonne gouvernance, mais également faire de notre pays un cas d'école dans la sous-région. Pour l'élaboration de ce PNG, c'est environ 1,5 milliard de francs CFA qui ont été mobilisés, respectivement par le secteur privé et la société civile. La Côte d'Ivoire continue sa campagne de vaccination totalement gratuite contre la Covid-19. Les autorités sanitaires continuent également la sensibilisation et la prise en charge. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 6 décembre 2021 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 873 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. Le nombre total d'échantillons prélevés dans le pays s'élève à 1 164 056. Le gouvernement français a écarté ce lundi la possibilité de nouvelles restrictions face à la flambée épidémique de Covid-19. La France a renforcé le protocole en vigueur dans les écoles primaires où le taux d'incidence est le plus important. Le nombre d'admissions en réanimation augmente un peu partout dans le pays, la grande majorité des malades étant des personnes non vaccinées. Et puis le Forum pour la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité qui se tient à Abidjan du 6 au 10 décembre. Une plateforme d'échange entre experts africains intervenant dans la protection de l'environnement. Il s'agit de renforcer les stratégies de l'observation de la Terre à travers la géospatiale pour le développement durable de l'Afrique. Le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, se sont engagés ensemble dans la promotion de la science ouverte. C'est un concept pour rendre publics les résultats de la recherche financée par des fonds publics. C'est Forazegui.
La science ouverte ou Open Science en anglais est un concept initié par les États-Unis. C'est un mouvement qui consiste à rendre publics les résultats de la recherche scientifique financés par des fonds publics. Elle vise ainsi à démocratiser l'accès au savoir. Pour introduire cette notion en Côte d'Ivoire, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, et ses partenaires initient un cadre d'échange. La science ouverte est un nouveau concept qui indique clairement une nouvelle manière de faire la science dans un pays. La science ouverte encourage les recherches scientifiques axées sur les besoins des communautés de base. La science ouverte facilite la diffusion et l'accès gratuit des différentes couches de la société aux données scientifiques, aux résultats scientifiques. Il est impératif que la Côte d'Ivoire s'approprie ce nouvel outil selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Pour donner de la visibilité à ce concept de développement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend jouer sa partition, celle de mettre sur pied une politique de vulgarisation de la science ouverte. Cet atelier donne donc l'opportunité au ministère d'envisager les perspectives d'une politique nationale ambitieuse de développement de concepts novateurs dans notre pays, notamment à travers la mise en place d'une plateforme de promotion de la science ouverte et des données de la recherche adossée à un plan national pour la science ouverte. La science ouverte facilite l'accès gratuit des populations à l'information scientifique. Dans les pays en voie de développement, elle peut aider les populations à améliorer leur santé et leur situation économique, entre autres. La science ouverte peut même booster le développement d'un pays. En politique, la Fédération nationale des organisations du RHDP lance officiellement ses activités. Premier point évoqué par ses membres, la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Astou Touré. Matinée festive pour les différentes délégations venues des 13 communes du district d'Abidjan pour prendre part à la cérémonie de lancement du mouvement FNJ RHDP, Fédération nationale des jeunesses du RHDP. Un seul point à l'ordre du jour. Comment aider les jeunes à trouver un emploi? Selon le président du dit mouvement, les cadres du RHDP peuvent contribuer à aider les jeunes au montage de projets. Nous, en tant que jeunes, nous avons estimé de mettre en place une plateforme dont on a appelé la Fédération nationale des jeunesses, où plusieurs leaders se sont reconnus en nous et ont trouvé qu'il fallait porter la voix de la base militante afin de pouvoir recadrer la gestion des militants, parce que nous sommes convaincus que ce sont les militants qui donnent, je dirais, une importance au parti. Adama Diawara, invité spécial de la manifestation et par ailleurs cadre du RHDP, juge cette initiative opportune. Tout n'est pas parfait ici-bas, tout n'est pas parfait dans ce qui est réalisé, mais il faut reconnaître que depuis 2011, le président Ouattara a fait énormément pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, donc y compris pour les militants du RHDP et donc pour la jeunesse du parti. J'ai même cité pêle-mêle la construction d'écoles, de collèges, de lycées et d'universités par le président pour la jeunesse et de la création de milliers d'emplois pour la jeunesse. Mais cela dit, il faut surtout retenir que l'ensemble des jeunes qui sont sur le marché de l'emploi ne peuvent pas être absorbés uniquement par le secteur privé et public moderne, mais il faut aussi lorgner du côté de l'informel et de l'auto-emploi. Pour rappel, en 2015, le gouvernement a entamé une réforme importante du secteur de l'emploi en créant l'agence Emploi Jeunes, véritable guichet unique pour toutes les questions d'emploi des jeunes. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a également pour objectif de motiver les jeunes à entreprendre. Et on change de tableau pour parler de musique. Le festival Rap Ivoire est à sa toute première édition. Le groupe RTI, à la base de ce show musical, entend mettre en valeur cette musique et aussi ses acteurs. Moussa Konaté. Pour remettre au goût du jour le rap et donner la possibilité aux férus de cette musique de s'exprimer, le premier festival de rap ivoire dénommé « Je suis fort » est lancé. C'est une invitation à tous ceux qui font le genre rap ivoire. Ici, le concept parle. Je suis fort. C'est votre scène, il faut la prendre et c'est maintenant que ça va se faire. C'est la RTI qui a toujours été le relais de cette musique pour la faire connaître
aux yeux du monde. Garba 50, Nash, Priska, Billy Billy et bien d'autres ont donné une autre dimension à cette musique en la positionnant face aux réalités de la société et dans un dialecte ivoirien très bien connu, le Nouchi. Le festival Rap Ivoire Je suis fort, c'est de montrer vraiment qu'on est fort mais en live. C'est une opportunité que la RTI nous offre, donc on ne doit pas taper poteau comme on dit. Genre musical ayant émergé en Côte d'Ivoire à la fin des années 80, le rap a vu éclore des artistes et groupes qui ont pu exprimer leur talent. Les RAS, Stizo, Feu Almighty, MAM, entre autres, étaient les figures de proue de cette musique avant de voir une nouvelle génération prendre les commandes dès le début des années 2000. Un autre festival nous conduit cette fois au Niger. La mode était à l'honneur pour le FIMA. Cette 13e édition a été axée sur la rencontre et le partage. La Côte d'Ivoire était au devant de la scène en tant qu'invité d'honneur. Le pays a montré ses potentialités à ce festival international de la mode. Franck Kouadio, envoyé spécial de la RTI au Niger. Festival international de la mode en Afrique, 13e édition. Éclat de son et de couleurs. Après la nuit panafricaine, c'est le gala de clôture. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur, investit le thé. J'ai commencé mon premier défilé au FIMA en 2002. Et le FIMA m'a révélé au monde entier. Aujourd'hui, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Des 1er juillet le 30 novembre dernier à l'apothéose, que de féerie. La musique comme support, mais l'essentiel est sauvegardé. La créativité venue de tous les continents, un aperçu du savoir-faire turc. La Turquie, mais aussi la verve créatrice locale. Le Sénégal, le Ghana et la Côte d'Ivoire, entre autres, une trentaine de pays concernés. Il y a vraiment de la relève, il y a vraiment du beau boulot qui vient derrière. J'ai eu à regarder les jeunes créateurs qui sont passés hier pour le concours. J'avoue que c'était du topissime. Franchement, ça a été une expérience très enrichissante pour moi parce que quand on vient là, c'est vraiment la rencontre de toutes les nationalités, de toute l'Afrique, de toutes les créativités. C'est vraiment un mélange d'art. Je suis très satisfait car c'est un moment de rencontre avec plusieurs personnes merveilleuses. Il y a eu beaucoup d'échanges de culture et le spectacle, il était grandiose. De quoi satisfaire l'initiateur, mais aussi le pays à l'honneur. Hier, nous sommes arrivés heureux et fiers. Heureux et fiers parce que nous avons été retenus comme invités d'honneur. Et nous repartons charmés. Charmés par l'accueil des Nigériens, charmés par le décor et par la cristallisation de cette diversité des expressions à travers la mode. On est content que la Côte d'Ivoire soit là, on est content que l'Afrique soit réunie. Comme montre la paix totale, la beauté remplace tout, l'art est au-dessus de tout. La beauté, c'est ce qui renforce l'Afrique de demain. Merci encore. Le FIMA 13 s'achève, une réussite selon les participants. Le Festival international de la mode en Afrique est l'une des plus anciennes célébrations du genre. Le FIMA a 23 ans d'existence. Direction la ville historique de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, dans le but de permettre aux fidèles musulmans de son quartier d'accomplir ensemble les 5 prières quotidiennes. Un imam de la ville a cédé une partie de sa cour pour la construction d'une mosquée. Et après 1 an de travaux, l'édifice religieux a été inauguré par le COSIM. Bintou Pekele. Bonne nouvelle pour la communauté musulmane du quartier Belleville de Grand Bassam. Elle a désormais une nouvelle mosquée pour ses prières quotidiennes. Après plusieurs jours d'intenses travaux, l'édifice religieux a vu ses portes s'ouvrir sous le regard de Moussa Dramé, imam principal de la mosquée Fatmata Zahra. L'homme de Dieu a cédé environ 40 mètres de sa cour pour la réalisation de cette mosquée construite avec l'aide de l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires. Dans ce secteur, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a même pas de mosquée ordinaire. Ne parlons pas de mosquée de vendredi. Donc j'ai décidé de bâtir cet édifice religieux dédié à mon père défunt. La capacité d'accueil d'une mosquée de 40 mètres carrés dans nos standards, c'est 70 personnes. Le coût estimatif tourne autour d'une somme de 15 millions.
La nouvelle mosquée de la famille Dramé a été officiellement mise à la disposition de la communauté musulmane par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cela en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Avant, pour avoir prière, là, c'était difficile. Mais vraiment, mosquée qu'ils ont fait ici, là, vraiment, ça nous plaît. Ça fait part des soucis du Cheikh Aïma. Nous demandons à nos fidèles, à qui Dieu a confié la religion, de bâtir des mosquées. En même temps, quand un imam a la possibilité qui lui permet de construire une mosquée, moi je crois que l'imam doit donner l'exemple à tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. L'inauguration de la nouvelle mosquée du quartier Belleville de Grand Bassam, opportunité toute trouvée par guides religieux et fidèles de réciter et commenter les 114 chapitres du Noble-Coran. Occasion aussi de multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Un reportage de Bintou Pekele et Pargassoro Kone qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à l'actualité sur rti.info et retrouvez à 23h Eman Guivé pour un nouveau journal sur RTI 1. À demain.